terrible. C'est-à-dire que quand mon mari est parti, pour l'anecdote, il est parti pour une très très jeune femme, très jolie, etc. Donc mon ego en a pris un sacré coup. De ce que j'ai vécu comme une violence a refait surface d'autres violences. Et pourquoi j'avais peut-être l'impression qu'à un moment ou à un autre, j'allais être abusée par un homme. Et que mon mari ne dérogeait finalement pas à la règle. Je crois que je l'ai jamais aimé autant en réalité, ce corps. Que depuis que j'ai décidé d'y revenir et de l'accepter et d'en prendre soin. Et de le montrer sans fausse pudeur ou sans comparaison. J'ai besoin de douceur, j'ai besoin de vivre dans la douceur, j'ai besoin de vivre dans beaucoup de ciel. Donc ça fait partie des choses que j'ai introduites. Et dans ce mouvement-là, je prends le temps de choisir des matières, des objets dont j'ai vraiment envie de m'entourer. Qui sont presque une forme de médecine pour moi, ou en tout cas de joli compagnonnage. Maintenant, je sens bien, même si j'ai encore un peu de mal à mettre en place une routine, que le sport régulièrement, c'est pas du luxe, que la crème sur la peau, c'est pas du luxe. La fin des règles dans la vie d'une femme, c'est la ménopause. Ici, les femmes qui sont passées par là vous parlent de leurs symptômes, de traitements et astuces, de leur rapport avec leur propre corps, d'intimité, de carrière professionnelle aussi, mais surtout, de la fin des règles, celles que l'on s'impose ou que l'on accepte. En les écoutant, vous trouverez, je l'espère, les bonnes infos pour traverser cette période encore trop taboue. Et puis surtout, j'espère que vous prendrez un shot de confiance et de bonne énergie. Je m'appelle Odayo et j'ai 44 ans. Allez, venez. Bonjour Réjeanne. Bonjour. Je suis ravie que tu sois là au micro avec moi aujourd'hui. La façon dont on s'est rencontrés, c'est assez drôle parce que je t'ai appelé et puis au moment où tu as décroché, tu m'as dit « Ah, mais ton numéro s'affiche sur mon téléphone, tu t'appelles Aude, ça devait être le cas, mon ancien nom. » On s'est déjà parlé avant et on a refait le fil. J'ai travaillé pour Respect Magazine quand tu étais rédactrice en chef il y a 20 ans. Exactement. Et donc c'était drôle de s'être déjà rencontrés, puis oubliés, puis retrouvés. L'intime était déjà là entre nous en réalité. Voilà, c'est ça. Donc tu es journaliste et je voudrais bien que tu te présentes en quelques mots. Donc je suis journaliste depuis une vingtaine d'années. C'est pas mon métier d'origine. Je suis diplômée d'une grande école de management, mais au bout de 5-6 ans, j'ai décidé de suivre l'appel le plus fort, qui était celui et du terrain et de la plume. Donc j'ai donné corps à ça et donc depuis 20 ans, je fais du reportage, du grand reportage et surtout je participe à des aventures éditoriales qui rassemblent les deux mots que j'aime le plus, c'est aventure et éditorial, c'est-à-dire vivre des choses et pouvoir les ressentir, les transcrire et les transmettre. Donc j'ai 50 ans et je suis la maman d'un petit garçon qui a 11 ans et demi aujourd'hui, avec qui je vis depuis 3 ans à mi-temps, puisque je suis séparée de son papa. Alors, tu fais ton travail notamment sur ton dernier livre, La vie avant la vie. Moi, je dirais que tu as un point de vue sur le monde qui est très éloigné du mien. Et je suis très, très curieuse de cette raison-là, de t'entendre ce que tu as à dire sur ta vie à toi aujourd'hui. Est-ce que tu peux commencer par me raconter ton histoire d'infécondité ? Oui, puisque l'histoire de mon fils et donc mon identité de femme sont très liées aussi à ma vision du monde. L'histoire, c'est que j'ai passé 1 an autour du monde il y a 20 ans avec mon ex-mari et ça a été le point de départ de ma vie de journaliste. C'est-à-dire que j'avais quitté ce métier que j'avais avant, j'étais directrice marketing à 29 ans. Je sentais que j'étais arrivée au bout de ce que ce métier avait à m'apprendre. Donc on est parti 1 an autour du monde et je suis devenue journaliste sur le terrain. Et en rentrant de ce voyage, j'avais de quoi nourrir des histoires à raconter. Et on avait aussi, je venais d'avoir 30 ans, ce désir de se dire, si on veut un enfant, c'est le moment. Mais un enfant, ça se planifie pas dans un tableur Excel. Donc on a ouvert la porte à la possibilité de devenir parent, mais physiologiquement, rien ne s'est passé. Et ça a duré 1, 2, 3 ans. J'avais mon métier de journaliste à construire, donc j'en faisais pas une priorité non plus de cet enfant. Mais les années passant, c'est commencé à devenir très tabou entre moi et moi, puis entre mon mari et moi. Donc on s'en parlait pas, l'infécondité était là, mais moi je continuais à avancer comme si de rien n'était. Jusqu'à ce que 7 ou 8 ans après, donc vers 37 ans, j'étais en Inde en reportage et
Mon mari m'accompagnait, on a profité de ce moment-là pour aller voir une amie dans une clinique ayurvédique. Et là, on a rencontré le médecin ayurvédique et mon mari lui a mis cette question d'infécondité sur la table et ça m'a mis très en colère parce qu'on parlait de mon intimité et on en parlait à mon insu à quelqu'un que je connaissais ni d'Ève ni d'Adam. Mais malgré tout, ce médecin s'est emparé du sujet et j'ai reçu des soins ayurvédiques, j'y connaissais rien à l'époque, de manière très classique. Mais quelque chose a fait son chemin. À mon retour en France, je suis allée voir des spécialistes de la fécondité qui m'ont fait faire un certain nombre de tests. À mon mari aussi. Et au bout de 3 mois, on s'est entendu dire, vu votre âge, la durée de votre infécondité et vos taux d'hormones, machin et trucs, n'essayez même pas des fécondations in vitro, ça ne marchait pas, ça ne marchera pas. Si vous voulez un enfant, adoptez. C'est très très dur d'entendre ça à 37 ans. C'est dur et à la fois c'est très soulageant parce que ça me permettait de passer à autre chose et de pouvoir investiguer le côté de l'adoption qui moi m'allait très bien, je crois, mais en étant sûr qu'au moins on était allé jusqu'au bout du processus et que c'était pas la peine de nous harceler ni émotionnellement ni physiquement là-dessus. Là où l'histoire devient étrange, c'est que 6 mois après ce verdict de la médecine occidentale, je suis tombée enceinte complètement naturellement. Et là, ça a été un tsunami dans mon identité de femme et dans mon identité tout court, parce que j'ai commencé à me dire, en tant que journaliste aussi, qu'est-ce que la médecine occidentale a loupé, que cette médecine traditionnelle est venue, je dis pas que l'Ayurveda m'a guéri, mais en tout cas, je suis à peu près persuadée que c'est venu équilibrer, voire ouvrir quelque chose en moi, que la médecine occidentale ne prenait pas en compte. Est-ce que tu peux décrire ce qui s'est passé dans cette clinique ? Alors, dans la clinique ayurvédique, c'est assez classique, c'est des massages 2 fois par jour à base d'huile, donc quelque chose très axé sur une forme de primalité, de retour au corps, de sentiment de confiance par le fait d'être touché, et avec le médecin, des conversations très informelles sur la vie, sur le couple, sur ce que c'est que de devenir parent, avec des espèces d'insights qui sur le moment m'ont fait surréagir, mais du genre... Mais si tu veux un enfant, fais-lui une place, dès maintenant, dans ta vie. Moi, j'étais grand reporter, je travaillais pour l'ONU. Effectivement, cet enfant, c'était une idée intellectuelle, mais c'était pas un besoin, c'était pas un ressenti physique, un élan de vie tellement fort. Et ça m'a fait travailler, c'est-à-dire, c'est quoi donner la vie? Est-ce qu'on la donne ou est-ce qu'on l'accueille? C'est quoi en moi qui n'était pas dans ce mouvement de vie? Et donc dans une forme de ce qu'on appelle le féminin aujourd'hui, c'est-à-dire cette appétence, cette sensorialité, cette intuition qui est au-delà du mental, au-delà de l'histoire que l'on se raconte. Et l'histoire de mon fils, cette espèce d'arrivée extraordinaire et non prévue, m'a vraiment donné envie d'investiguer à ma manière c'est quoi la vie et ça vient d'où la vie et quels en sont les tenants autres que le purement biologique. Donc, quelle part psychique, émotionnelle, voire spirituelle viennent nourrir notre faculté à accueillir la vie ou à être en vie, tout simplement, dans ce qu'elle a parfois de plus brut, de plus secouant et toutes les barrières qu'on se met pour essayer de maîtriser la vie. Mais j'ai compris, avec cette arrivée-là, que la vie ne se maîtrise pas, que la vie, elle s'accueille totalement. Et dans une posture de femme, une posture de maman, c'est pas tout à fait la même chose de maîtriser et d'accueillir. Alors, tu dis que tu l'as exploré, ça a pris quelle forme ? Ça a pris 3 livres en réalité. Ça a pris un premier livre qui s'appelle Un bébé enfin, qui est né à peu près 5 ans après la naissance de mon fils, quand en fait des amis d'amis n'arrêtaient pas de m'appeler pour que je raconte mon histoire. Parce que l'infécondité devient quand même un sujet dans nos sociétés, qu'il y a une part environnementale, environnement intérieur, environnement extérieur qui est quand même très forte, et que les gens avaient besoin d'entendre cette histoire, soit pour se lancer dans des processus de fécondation in vitro, soit pour compléter ces processus-là par d'autres approches, soit juste pour se rassurer sur le fait que c'était possible. Donc j'ai fini par écrire cette histoire en allant au-delà de mon cas particulier, c'est-à-dire en allant à la rencontre d'autres femmes, de médecins, de thérapeutes, pour essayer de comprendre ce qui s'était passé pour moi et comment ça pouvait aider d'autres couples à se poser la question de cet enfant et de
de l'envie et de l'action qui mettait en place pour l'accueillir. Donc ça a été un premier livre. Et donc de certaine manière, cette arrivée de mon enfant a été pour moi totalement initiatique aussi sur mon identité de femme et encore un peu plus loin sur mon identité de mère, puisque une fois l'enfant là, moi j'avais cette conviction que je pouvais continuer ma vie de reporter, mettre cet enfant dans le sac à dos et aller zou ma poule. Et c'est quand même pas du tout ce qui s'est passé. Et là j'ai vraiment pris la période du postpartum en plein dans la figure, c'est-à-dire encore une fois la nécessité de lâcher ce que j'en imaginais pour accueillir ce qui était vraiment là, c'est-à-dire la nécessité d'être complètement au service de cet enfant, de voir ce que ça bousculait en moi que d'avoir à m'occuper de lui autant. Mon père est mort en même temps, donc la vie m'a demandé d'être totalement au service d'autre chose que moi-même et de ma vie professionnelle, qui était devenue pour moi une caractéristique forte de qui j'étais, et notamment avec le miroir extérieur où les gens disaient Réjeanne, c'est la liberté incarnée. Et là, j'avais le sentiment d'être dans une forme de prison, une prison pleine d'amour, et c'est là que c'est le plus paradoxal et le plus, à la fois le plus fantastique et le plus cruel, c'est que j'aimais quelqu'un comme j'avais jamais aimé. J'étais prête à le défendre bec et ongle. J'ai compris avec l'arrivée de mon fils que c'était que d'avoir peur, et d'avoir peur pour quelqu'un d'autre que soi. Et j'ai compris aussi que la vie me demandait d'évoluer en tant que femme sur mon identité, en étant encore plus dans la capacité d'accueil. La grossesse m'avait fait faire un pas, le postpartum m'en avait fait un encore plus grand. Et donc, très vite, j'ai compris qu'il y avait là un sujet, un autre tabou à traiter. Et à l'époque, c'était encore très tabou. Il y a une dizaine d'années, on parlait vraiment pas de ça. Et quand j'ai commencé à sonder les femmes autour de moi, tout on m'a dit « Ah mais oui, la première année, c'est l'horreur ». Et j'ai tenté d'en faire un livre, et à l'époque, c'était pas possible. Et il a fallu attendre le mouvement Mon Postpartum il y a 2-3 ans qu'une parole se libère sur les réseaux sociaux avec des jeunes femmes qui ont su prendre la parole comme ça pour que mon livre sur le postpartum a pu voir le jour. Et pour le coup, c'était plus un livre politique puisqu'il avait été fait, c'était plus un livre pratique parce qu'il avait été fait. Et j'ai fait un livre de témoignages qui sont très écrits, qui se complètent les uns les autres avec des femmes de toutes origines sociales et culturelles qui témoignent non pas d'une dépression postpartum, on ne parle pas de ça, mais de ce moment où ça nous oblige à se dire, oui, nos sociétés ne sont plus encadrantes là-dessus. Il y avait dans les savoirs traditionnels une manière d'accompagner la jeune maman et le jeune bébé qu'on a perdu. Ça peut créer beaucoup de solitude, beaucoup d'états dépressifs, beaucoup de remises en question identitaires. On s'aperçoit que nous, dans nos vies de femmes urbaines, battantes, performantes, devenir maman peut casser un certain nombre de codes et de croyances. Comment on est capable de demander de l'aide et d'en recevoir. Donc, le livre adresse un peu tout ça sur devenir parent. Là, j'ai pris la mère parce que c'était intimement ce que je connaissais, mais je pense que c'est la même chose du côté des pères. Devenir parent est un basculement identitaire peut-être aussi fort que l'adolescence, et ce serait chouette qu'on puisse le voir et l'accompagner en tant que tel. Donc, Postpartum parle de ça. Et il y a un 3e livre que j'ai écrit sur la maternité, qui est en réalité l'adaptation d'un documentaire que j'ai fait, qui s'appelle La vie avant la vie, où là, moi, à la naissance de mon fils, j'ai beaucoup travaillé en tant que journaliste sur les questions de psychologie, de conscience, de spiritualité, puisque cet enfant venait bousculer ma propre conception de la vie. C'est-à-dire, ce n'était pas qu'un phénomène biologique. Il y a autre chose, un mystère beaucoup plus grand que ça, qui m'a percuté. Et donc, en journaliste, je suis allée voir. Et notamment dans ces milieux-là, les milieux du bien-être, du mieux-être, il y a beaucoup de choses sur l'après-vie. C'est-à-dire que quand on perd un proche, on se demande où va l'âme, s'il y a une âme, si on reçoit des signes. Et souvent, ça ouvre à une forme de mystique ou au moins d'interrogation. Et moi, j'ai eu envie d'aller explorer si l'âme continue après, est-ce qu'elle est déjà là avant? Donc, me dire, est-ce qu'il y a conscience d'un enfant avant qu'il arrive? Et que ce soit vrai ou que ce soit pas vrai, qu'est-ce que ça peut ouvrir dans notre capacité à nous mettre en lien avec cet enfant avant même qu'il naisse, de le considérer comme déjà là. Donc c'est un livre un peu plus spirituel, c'est un livre journalistique où je m'implique beaucoup moins, mais qui m'a permis d'essayer de poser une magie sur le fait de devenir parent.
et sur la maternité, sur la naissance d'un enfant, là où, à force de scientification, de maîtrise médicale, on perd parfois un peu la magie et le mystère. Je suis épatée par ce que tu dis. Tu collabores aussi au magazine Inexploré. Oui. J'ai eu l'occasion de l'avoir entre les mains parce que il y a une dizaine d'années, j'avais une amie qui me l'avait chaudement recommandé. Donc, je pense que j'avais dû acheter 2 numéros et j'avais pas réussi. J'avais lâché après. Je les avais jetés. J'avais dit non, mais c'est pas possible. C'est quoi ce... Comment dire? J'étais mal à l'aise avec le fait d'être une personne qui lit ça. Ouais. Ce magazine a un parti pris d'aller très loin dans un certain nombre de phénomènes extraordinaires et d'ésotérisme. Après, il est né aussi d'une volonté journalistique de ne pas considérer les gens qui vivent des expériences étonnantes comme frappadingues. C'est-à-dire qu'il y a un boulot de journaliste à faire pour recueillir cette parole pour ce qu'elle est, un vécu subjectif, et d'aller voir en face si dans le monde scientifique, si dans le monde médical, dans le monde thérapeutique ou dans le monde spirituel, il y a des propos qui puissent être posés en regard de l'expérience vécue. Donc au départ, c'était une volonté d'accueil d'une parole qui existe et qui se développe aussi. C'est-à-dire qu'on voit bien dans l'intime de l'intime, je parlais de deuil tout à l'heure, mais quand on se met à faire du yoga, quand on se fait à faire de la méditation, à aller voir un acupuncteur, donc à travailler finalement sur une part un peu plus sensible de notre être, qu'on peut être amené à vivre des expériences étonnantes de sentiments de reliance avec la nature, de sentiment de pas être que son corps, de sentiment d'être en lien avec quelque chose de beaucoup plus vaste que soi, ou d'avoir des intuitions très fortes, ou des sentiments de déjà-vu très forts, ou de penser à quelqu'un et que le téléphone sonne. Enfin, ces petits riens qui, en tout cas moi, dans la manière dont j'aborde ces sujets, ma volonté n'est pas de convaincre, ma volonté est de faire toucher du doigt la beauté. Et cette magie et ce mystère intrinsèque à la vie qui nous fait peut-être goûter la vie d'une autre manière. Et en tout cas, moi, j'étais pas du tout là-dedans avant l'arrivée de mon fils. L'arrivée de mon fils, ce mystère-là, ce miracle-là, m'a permis d'être plus souple là-dessus et de dire, Réjeanne, tu fais du mieux que tu peux tout le temps, mais si ça se passe pas comme tu le souhaites, c'est peut-être pas de ton fait, c'est la vie qui décide. Donc ce la vie-là, on met après le nom qu'on veut dessus, l'univers, Dieu, je ne sais quoi, mais j'aime l'idée que je suis pas surpuissante en fait. Et je trouve que cette humilité-là, cette saveur-là, elle vient peut-être avec l'âge aussi, on en reparlera, mais ça a été très bousculant dans ma vie, mais ça a été très enseignant. Et je crois, pour en revenir à l'histoire de mon fils, que le premier pas que m'a fait faire l'Ayurveda, c'est celui-là, en fait, c'est le pas de la vie. À l'époque, j'étais rédactrice en chef d'un magazine qui était trimestriel et je faisais plus de terrain, je faisais faire des papiers à des gens, je vivais dans un bureau. Et l'Ayurveda m'a remis en contact avec cette partie de moi qui aime profondément le terrain et qui avait besoin de temps pour elle. Donc je suis rentrée d'Inde et j'ai dit à mon directeur, écoute, je suis là 3 mois pour le magazine, le 4e mois, je suis là pour personne. J'ai besoin de temps pour moi, j'ai besoin de voyager à nouveau, j'ai besoin de rencontrer des gens. Et dans cette acceptation de mon besoin viscéral, en fait, contrairement à ce que j'aurais pu imaginer en disant, bon, bah, ok, je refais du terrain, je revoyage à nouveau, tant pis pour l'enfant. En fait, il a trouvé sa place parce que je redonnais de la place à la vie, à ce mouvement-là, à se laisser porter par l'élan, par l'intuition, par le ressenti profond. Et donc mon fils a trouvé ce mouvement-là dans la vie même, en fait, dans ma capacité à suivre l'élan de la vie. Ouais. Donc tu as réussi à trouver un équilibre entre cette identité de liberté que tu avais, qui était remise en cause par ta maternité, et le fait d'être au service d'un enfant à qui tu as donné de l'amour. Oui, ça m'a pris du temps. Parce que dans cette liberté retrouvée
Je pense que ça a joué sur ce que m'a dit le médecin indien. Il m'a dit ton taux d'hormones, il était très bas quand les médecins occidentaux ont fait la photo de ton corps. Mais si tu remets quelque chose en mouvement, consciemment ou inconsciemment, ton taux d'hormones, il peut remonter, la preuve. Donc, quel élan je suis pour que corporellement, biologiquement, les choses se remettent en mouvement aussi. Et donc, de ce mouvement de libération de quelque chose en moi, mon fils a pu trouver son propre chemin dans mon corps. Et après, ça a encore fait travailler des trucs. Une fois là, je me suis dit, ah bah tiens, il faut que je m'occupe de lui, et moi dans tout ça. Et ça m'a amené à une autre compréhension de ce qu'est la liberté. Avant, la liberté, c'est faire ce que je voulais quand je voulais. Mais avec cet enfant dans les bras, mon père mort, obligé de m'occuper de la succession, etc., et incapable de reprendre ma vie professionnelle parce que j'en avais ni le temps ni l'énergie, j'ai fini par comprendre que la liberté, c'est pas ça. Que la liberté, c'est intérieur. Et que la liberté, c'est d'accepter totalement ses contraintes. Et de se dire, aujourd'hui, là, maintenant, avec ce qui est, je fais le choix d'accepter d'être totalement au service de mon père et de mon fils. Et ça a été une libération. Et pour moi, la liberté, c'est celle-là. C'est d'accepter totalement ce qui est. Donc, j'ai totalement revu mon rapport à la liberté. De façon beaucoup plus riche et beaucoup plus complète. Plus intérieure, sûrement, moins volontariste et plus dans un mouvement très doux et très intérieur. Merci. Alors, on en vient maintenant à la ménopause. Oui. Aujourd'hui, tu es ménopausée ? Oui. Maintenant, c'est à peu près factuel. L'histoire là-dessus, c'est que donc avec cette infécondité précoce, enfin à 30 ans, cet enfant qui ne venait pas, et ça a été très difficile là aussi à documenter pour la médecine parce que j'ai toujours eu des cycles de règles complètement erratiques, qui sont très liés, je pense, à mon état de fatigue et à mon état émotionnel. Et donc, dès 25 ans, parfois j'avais des règles très régulières, et puis ça disparaissait, et puis un coup c'était toutes les 3 semaines, et puis un coup toutes les 6 semaines. Enfin, c'était un peu comme ça voulait, quoi. Et le voyage n'arrange rien, donc en rentrant d'1 an autour du monde, elles ont mis du temps à revenir, et quand elles sont revenues, c'était aussi de nouveau erratique. Donc j'ai fait un petit traitement que m'avait donné une gynécologue, ça a marché, puis j'ai arrêté le traitement, et de nouveau c'était le bazar. Et donc j'ai toujours vécu avec ça. Donc, puis après mon fils est né, c'est reparti, c'est revenu, c'est reparti, c'est revenu. Et puis dans ce mouvement-là, dans la 4e décennie, les espaces se sont un peu distendus. Ça venait de moins en moins souvent. Des périodes c'était là, puis c'était plus du tout là. Et puis je pense que au départ de mon mari, ça s'est arrêté complètement. Et tu avais pas de contraception du tout ? Alors si, ah ouais, oui, quand avant la naissance de mon fils, j'ai longtemps pris la pilule, puis j'ai arrêté de prendre la pilule pour avoir un enfant, mais ça changeait. Donc du coup, mes cycles étaient erratiques, ça changeait rien. Après la naissance de mon fils, je me suis fait poser un stérilet, mais j'étais pas confortable avec ce truc. Donc j'ai fini par le supprimer et à juste faire confiance. Et puis voilà. Et puis depuis, je sais pas, 1 an, peut-être 2, j'ai plus du tout de règles, non. Et donc j'ai fait des bilans hormonaux, etc. Et ça semble à peu près clair que ça ressemble à une ménopause. Est-ce que tu as des symptômes liés à la ménopause ? Alors c'est ça qui est surprenant, je n'ai aucun symptôme. Aucun. Non, j'ai pas de bouffée de chaleur. Je sais pas si je m'arrive d'être extrêmement fatiguée, mais je le mets plus sur le compte de la vie et de mon emploi du temps et de mon incapacité à me garder des moments pour moi qu'autre chose. Non, j'ai vraiment pas le sentiment d'avoir des symptômes de ménopause en tant que telle. Je commence à voir les petits signes de la femme vieillissante. Ou ce dont je me fichais royalement jusqu'à maintenant, c'est-à-dire l'entretien de ma peau, les articulations qui couinent un peu, etc. Autant de signes de vieillissement ou de choses qu'une dame est censée prendre soin. Tout ça, je m'en suis royalement fichue jusqu'à maintenant, où ces signes, je les vois. Donc c'est pas rien. Voilà.
La sécheresse de la peau et les douleurs articulaires, c'est lié à la baisse d'hormones dans ton corps. Exactement, ouais. Mais j'ai jamais fait le lien en tant que tel. Là, c'est quand même assez nouveau que je le vois. Dans la sécheresse de la peau, dans un bras où ça ballotte un peu plus qu'avant, enfin ce genre de choses. Et surtout, jusqu'à présent, ça fonctionnait tout seul. Maintenant, je sens bien, même si j'ai encore un peu de mal à mettre en place une routine, que le sport régulièrement, c'est pas du luxe, que la crème sur la peau, c'est pas du luxe. Pour le confort de la peau ? Oui, pour le confort de la bonne femme. Oui, bien sûr. Pour le confort de la peau, et puis parce qu'il est temps que j'en prenne soin. Voilà, il y a, je crois qu'avec ça, avec ce ralentissement du corps, vient la prise de conscience du besoin de prendre soin. Et pour le coup, cette fois-ci, non pas de l'extérieur, non pas de mon fils ou de mes proches, mais bien de moi. Donc, ça accentue encore davantage ce mouvement d'intériorité. Si je vois le fil de cette vie, il y a une très forte extériorité. Sur le monde, sur les autres, j'ai consacré ma vie à parler des autres. Et puis mon fils m'a fait rentrer un peu plus dans le cocon, avec un noyau familial, un enfant, un mari, quelque chose dont il faut prendre soin, qui est déjà plus proche. Et là, j'ai eu 50 ans en juillet, donc c'est tout frais pour moi, et c'est quand même pas rien, ce nouveau 5 devant le 0. Ça accentue le mouvement d'intériorité, en disant maintenant c'est de toi, davantage. Mon fils en plus a 11 ans et demi, donc il commence à voler vraiment de ses propres ailes. Il est autonome sur plein de choses. Et encore plus ce mouvement d'intériorité où c'est de toi maintenant dont il s'agit. C'est de tes choix perso sur ces quelques années qui te restent. Comment tu te mets vraiment à ton écoute, biologiquement, émotionnellement, professionnellement. Il y a moins à prouver et il y a plus à prendre soin, à savourer et à mettre encore et encore un peu de beauté. De la beauté. Oui, de la beauté dans le geste, tu vois, si une forme de délicatesse en tous les cas, vis-à-vis de soi. Ce que je ressens quand on se fatigue plus vite, quand la peau est moins souple, quand on a besoin de s'entretenir, quand on voit bien aussi que socialement il y a une course à l'échalote que j'ai plus envie de jouer. C'est pas que je suis dépassée, c'est que ça m'intéresse même plus en fait, d'être dans ce qui se fait, ce qui se doit se dire, les outils, les machins, les trucs. C'est même pas que je me sens dépassée, c'est que ça ne m'intéresse pas. Donc c'est plutôt de la délicatesse sur ce qu'est mon monde intérieur, et en prendre soin. C'est ce mouvement-là que ça induit. Alors, pour préciser, qu'est-ce que tu as introduit dans ton quotidien de nouveau lié à ça ? Alors, je commence. De manière anecdotique ou pas, mais je viens de déménager et j'avais un appartement avant qui était très industriel dans la décoration. Et j'ai ressenti le besoin de me faire un nid qui soit très doux. Et je pense que ça participe à ce mouvement-là. J'ai besoin de douceur, j'ai besoin de vivre dans la douceur, j'ai besoin de vivre dans beaucoup de ciel. Donc ça fait partie des choses que j'ai introduit. Et dans ce mouvement-là, je prends le temps de choisir des matières, des objets dont j'ai vraiment envie de m'entourer. Qui sont presque une forme de médecine pour moi, ou en tout cas de joli compagnonnage. Et ça, pour moi, ça fait partie de ce mouvement-là. J'ai aussi renouvelé toute une partie de ma garde-robe. J'ai un style qui reste assez rock'n'roll. Je ne vais pas vers une femme que je ne suis pas. En revanche, je prends plus plaisir aux jolies matières, aux choses bien coupées, à quelque chose qui donne une silhouette, là où avant, c'était pas le sujet. Donc je pense que je me rapproche de cette partie de moi plus corporelle, plus intime, qui prend soin d'elle-même. J'ai fait beaucoup de yoga avant, je me remets après la naissance de mon fils, j'ai totalement arrêté. Là, je vois bien que j'ai besoin d'une routine et que c'est pas négociable. Donc c'est
peut être 10 minutes, c'est pas grand-chose, mais là, on arrive à une frontière où si je le fais pas, ça change quelque chose à ma journée. C'est-à-dire, tu as moins d'énergie ou tu as mal? Non, c'est pas mal. C'est vraiment une histoire d'énergie et de calme. C'est de capacité à être plus dans la fluidité. Ça a toujours été le cas, mais avant, si je le faisais pas, c'était... Là, j'ai l'impression que j'ai un capital. Il reste ça. Et qu'il faut que je m'occupe du capital. Donc, yoga, donc douceur, donc massage, parce que moi, le massage me fait du bien. J'ai vraiment besoin d'être touchée, d'avoir ce retour au corps-là. Ça m'aide. Je suis plus lente aussi sur un certain nombre de choses, non pas intellectuellement, mais que avant, par désir de faire plaisir, par désir d'en être, je me mettais beaucoup de choses sur le dos, de devoirs. La mère parfaite, la professionnelle parfaite, la copine parfaite, la compagne parfaite, et des couches et des couches et des couches. Et je crois que j'apprends à dire non, ou j'apprends à dire attends, ou j'apprends à dire plus tard, ou j'apprends à dire à mon rythme. Et c'est pas négociable, c'est-à-dire que c'est pas négociable avec moi-même. Il y a quelque part quelque chose en moi qui ne peut plus vivre à ce rythme. Je connais mon rythme. Et il est plus négociable. Et j'ai eu plusieurs crises de surmenage dans ma vie, à force d'enthousiasme, à force de on y va, et il y en aura pas d'autres. C'est même plus que ça doit, c'est que c'est comme ça. Et donc dans tout ça, il y a peut-être une forme de verticalisation aussi, d'ancrage, de dire Réjeanne, aujourd'hui ça fonctionne comme ça et c'est comme ça. Donc, il y a quelque chose qui se pose et il y a quelque chose qui se verticalise. Je ne sais pas si c'est très clair, mais il n'y a plus à continuer à chercher un positionnement identitaire, il faut que je fasse des choses pour faire carrière, pour ceci, pour cela. Non, il y a l'urgence, lointaine encore, mais d'écouter la petite voix qui dit si tu dois encore travailler 15 ans, qu'est-ce que tu dois transmettre ? Si tu dois encore t'occuper cet enfant pendant une dizaine d'années, ou 5 ans, qu'est-ce que tu dois lui transmettre ? Donc il y a ce mouvement-là aussi. Il y a à la fois, c'est assez paradoxal, un retour à soi très intime et un truc se dire pour les autres, maintenant c'est de l'ordre de la transmission. Pas de je vais vous montrer qui est Réjeanne et ce qu'elle fait, etc. Mais voilà ce que je peux vous transmettre. Et c'est encore une fois pas tout à fait le même positionnement intérieur. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur tes projets ? Oui, alors c'est un peu balbutiant encore. Disons que je vais aujourd'hui prendre du temps pour avoir toujours une œuvre un peu longue, c'est-à-dire pas courir les articles à écrire et les choses à faire pour d'autres. C'est génial parce que c'est ça qui me fait vivre et puis ça me met en relation, ça me fait travailler sur des sujets que j'aurais pas imaginé si c'était juste parti de moi. Mais en revanche, j'ai aujourd'hui 3-4 projets de films qui me tiennent à cœur de mettre en place, qui sont beaucoup autour du thème du soin, de la guérison et du lien. Je crois que finalement, mon œuvre, elle est beaucoup là-dessus, sur comment on se met en lien avec les choses et avec les gens. Donc, c'est là-dessus que je travaille et que je prends le temps de travailler. Donc, très concrètement, j'ai un projet de film sur une ville en Inde auquel je suis très attachée, qui s'appelle Bhopal et qui a été victime il y a 40 ans de la pire catastrophe industrielle de l'histoire. Et sur ce terreau-là, qui est un terreau de cynisme, puisque les victimes, le terrain n'a jamais été dépollué et les victimes jamais indemnisées, donc les gens continuent à être malades. Un homme a mis en place il y a 20 ans une clinique qui soigne les victimes par le yoga et l'ayurveda, donc des médecines naturelles, avec des résultats étonnants. Et pour moi, c'est un magnifique paradigme de qu'est-ce qu'on peut imaginer face aux dérives de la société industrielle et remettre au cœur de nos vies le lien et l'intelligence du cœur et l'intelligence de la nature et l'intelligence du corps. Donc c'est le genre de sujet sur lequel je travaille actuellement et finalement c'est ça qui me nourrit. C'est notre capacité à
à guérir d'une certaine manière, au sens large du terme guérir, c'est-à-dire à être en paix et en amour avec soi, avec ses proches et avec ce qui nous entoure, aussi déstabilisant que ce soit. Ok, donc des films pour la suite. Des films sujets pour la suite, des livres sûrement, mais je les vois pas encore. Des podcasts peut-être. En tout cas, d'autres manières de raconter des histoires, parce que j'ai aussi compris au bout de 20 ans de vie professionnelle que j'étais avant tout une conteuse. J'aime capter des histoires et j'aime les raconter et les transmettre en espérant que ça fasse du bien aux gens. Et je n'ai de cesse, ça je le vois très clairement, donc plutôt de multiplier les supports et les manières de raconter pour toucher. Là, je vais faire une série de mini-films autour d'une société qui est à 1 heure de Paris, au début de la Picardie, qui fabrique depuis plus d'1 siècle des instruments de musique de manière traditionnelle. Et j'aime beaucoup ce retour aux traditions, parce qu'il y a toujours dans les traditions quelque chose de très vrai. Et donc sur le geste, sur l'attention, sur le temps mis à faire de belles choses et sur la manière dont on les transmet, parce que ces facteurs d'instruments, ils font des beaux instruments pour les transmettre après à des gens qui ont plaisir à jouer avec, voire aux fanfares de la région. Et les fanfares sont des lieux de transmission culturelle et générationnelle et qui sont un patrimoine énorme et très précieux dans les régions. Et tout ça me touche parce que c'est de l'infime et c'est beaucoup de beauté au quotidien. Et je pense que ça s'entend dans ce que je raconte depuis tout à l'heure. J'aime ces moments en fait où l'humanité se retrouve dans une forme de communion autour de pas grand-chose. Voilà. Est-ce qu'on peut creuser, revenir sur toi, sur la façon dont tu te sens aujourd'hui? Je voudrais bien qu'on aborde aussi la question de ta vie intime. Ouais. Est-ce que c'est une part significative de ta vie? Oui, aujourd'hui c'est une part significative de ma vie, on peut le dire. Enfin, j'ai une vie intime et sexuelle régulière, nourrie et sûrement plus joyeuse qu'au début. Je sais pas si c'est tout le monde, mais je crois que je me connais mieux physiquement, intimement. Je sais ce que j'aime, je sais ce dont j'ai besoin, ce que je veux à certains moments et ce que je veux pas à d'autres. Donc il y a peut-être au début de ma vie intime, je pense que j'avais beaucoup de tabous, j'avais pas mal de blocages, liés aussi à mon histoire personnelle puisque j'ai été une enfant abusée. Donc je pense que ça avait grippé quelque chose dans mon corps et mon infécondité était aussi peut-être le résultat de ça. En tout cas, ça m'a pris du temps. En tant que femme, entre le début de ma vie intime et sexuelle et aujourd'hui, ça m'a pris peut-être une dizaine d'années au début de ma vie d'adulte à accepter de voir mes blocages, à accepter que j'étais pas vraiment dans mon corps, à accepter que j'avais pas vraiment envie de vivre ça totalement, et à me dire là, ma grande, t'as un sujet, tu vas aller l'explorer. Donc je l'ai exploré à ma manière, d'abord très en solitaire, très dans les bouquins, très en me demandant si j'avais un problème, qu'est-ce qu'il fallait que je fasse pour faire mieux, toujours dans cette espèce de logique qu'il fallait être parfaite, qu'il fallait tout bien faire, tout bien comprendre, etc. Et avec l'âge, avec l'expérience, je crois que j'ai beaucoup lâché tout ça pour, encore une fois, revenir juste à mon corps, au ressenti, à mon intime à moi, et à une forme de joie, et pas d'amour, et pas de devoir. Enfin, je sais pas, la nuance, elle est parfois fine, c'est-à-dire, et qui m'a permis de dédramatiser beaucoup de choses, et de juste vivre ma vie intime de manière joyeuse, décomplexée, sans comparaison possible entre c'est bien, c'est pas bien, machin truc. Je suis bonne, je suis pas bonne, je fais ce qu'il faut, je fais pas ce qu'il faut. Il y a plus tout ça en fait. Il y a le plaisir de l'intimité partagée. Il y a plus de volonté d'exploration tous azimuts. Je crois que le mouvement ça a été ça, le blocage, le jeu des trucs à explorer. Donc j'explore dans tous les sens.
Et puis à un moment de dire la réalité est pas là. Encore une fois, la réalité est pas dans cette espèce d'extorisation à outrance, mais de retour à soi et de c'est quoi que j'aime, c'est quoi mon besoin, c'est quoi mon envie, c'est quoi mon plaisir, et je vais juste nourrir ça et le chérir et trouver la personne avec qui je serai juste bien. Et je suis dans ce mouvement-là. Et ça me réconcilie beaucoup avec mon corps de femme vieillissante aussi. Et je crois que je l'ai jamais aimé autant en réalité, ce corps. Que depuis que j'ai décidé d'y revenir et de l'accepter et d'en prendre soin. Et de le montrer sans fausse pudeur ou sans comparaison. Voilà. Donc j'en suis là, j'en suis donc à une forme de sérénité joyeuse avec ma vie intime. Ouais. Et sûrement très très libérée par le fait de plus avoir de règles, donc pas avoir l'épée de Damoclès d'une contraception ou d'un enfant non souhaité très tardif. Ça libère quand même quelque chose, sûrement, de se dire qu'il n'y a plus d'enjeu à cet endroit-là, ni de faire famille, ni de faire attention, ni de... Il y a juste à suivre l'élan. Donc tu es divorcée de ton mari, est-ce que tu as un compagnon régulier ou pas spécialement? Alors un compagnon, pas quelqu'un avec qui je vis à plein temps, mais oui, j'ai quelqu'un de régulier dans ma vie depuis 1 an et demi, 2 ans. Mm-hmm. Et c'est chouette. Et c'est chouette et c'est possible. C'est-à-dire que quand mon mari est parti, pour l'anecdote, il est parti pour une très très jeune femme, très jolie, etc. Donc mon ego en a pris un sacré coup. T'as vécu ça à quel âge? À 47. Voilà. Ah, c'est récent. 47, épuisée, avec un enfant, les sentiments d'être quand même très très corvéables, donc de pas être au summum de mon sex-symbolisme. Donc j'ai pris ce départ comme une gifle monumentale, comme un affront, et un abus de confiance. On était mariés depuis 25 ans. J'étais intimement persuadée qu'on vieillirait ensemble et que la beauté de ce qu'on avait construit et de ce qu'on était l'un pour l'autre n'était pas négociable. Donc je l'ai vécu vraiment extrêmement violemment. C'est là que sont remontés à la surface les souvenirs traumatiques des abus que j'ai subis enfant. Donc ça n'a pas été rien. Je crois que de ce que j'ai vécu comme une violence a refait surface d'autres violences. Et pourquoi j'avais peut-être l'impression qu'à un moment ou à un autre, j'allais être abusée par un homme. Et que mon mari ne dérogeait finalement pas à la règle. Enfin voilà. Donc ça, c'est que mon imaginaire. Hein. Il y avait 1000 manières de le voir de manière beaucoup plus cool. Il avait 54 ans, il avait envie de vivre autre chose, point barre. Enfin, il y avait... Mais ça a été beaucoup plus violent dans ma vie de femme. Ça a été vraiment... Il y a des livres qui sont sortis à peu près à ce moment-là, d'ailleurs, comme Cœur synthétique, de ce que c'est que d'être une femme de presque 50 ans qui se retrouve larguée par son mec avec un enfant sur les bras et le sentiment que sa vie affective ne va jamais pouvoir repartir parce qu'elle est trop vieille, parce que les hommes de son âge aiment les nanas de 30 ans. Et c'est un fait. Et se dire, mais qui va vouloir d'une nana de presque 50 ans avec un enfant de 10 ans sur les bras, dans une situation économique un peu précaire, qui a tout à reconstruire? Les mecs à regarder ailleurs, ils regardent les nanas de 30 ans et pas moi. Et on en riait avec mes copines parce que elles, dans les mêmes situations, en disant, finalement, on va peut-être vieillir entre copines. Et c'est peut-être très bien comme ça. Et peut-être que les hommes, ce sera de temps en temps et qu'on plaira plus à personne parce qu'on n'a plus l'âge. Donc on en riait, mais c'était un peu amer. Mais c'est un constat que font beaucoup de femmes aussi. J'ai aussi des amis du même âge qui font des croix sur leur vie sexuelle en disant, mais finalement, j'ai plus de désir. Ça ne fait plus partie de ma vie. Mais c'est très bien comme ça. Je suis là pour moi, pour mon art, pour mon machin, et j'ai plus de désir. Et c'est pas ça qui s'est passé dans ma vie. Je crois qu'à partir du moment où j'ai retrouvé mon propre désir de vie, déjà,
d'être là pour moi, de me faire jolie, de me remettre à travailler, de me dire que c'était pas catastrophique, que je pouvais moi aussi réinventer ma vie. Eh ben, la vie m'a fait rencontrer un homme, 2 hommes, puis un 3e homme qui s'est installé. Ça durera ou ça durera pas d'ailleurs. Maintenant, c'est plus vraiment un sujet parce que je crois que j'ai appris aussi à être une femme autonome sans un compagnon régulier à côté de moi. J'ai rencontré mon mari, j'avais 23 ans, donc on a tout construit ensemble. Me retrouver seule à 47, j'avais pas les codes en fait. Maintenant, ça c'est acquis et j'ai très plaisir à avoir une vie intime et sexuelle avec un homme qui est plutôt épanouissante. On a notre âge, mais c'est pas moins bien qu'avant, loin de là. C'est pas moins bien qu'avant. Oh et ça va continuer comme ça. Ah ben on verra bien. On verra bien. En tout cas, moi, j'ai pas l'intention de dresser les bras. Tu t'imagines encore faire l'amour à 80 ans? Alors très honnêtement, j'ai du mal. Mais comme je pense que je me suis jamais imaginée à 50 et qu'est-ce que ça pouvait donner, je ne m'imagine pas à 80 et je sais pas ce que ça pourra donner. En tout cas, là, je me vois pas arrêter. Et, 60, ça va vite arriver. 70 aussi. Bon, on en reparle à 75 peut-être. Non, je sais pas ce que c'est que la vie affective d'une vieille dame. C'est pas un sujet, c'est un sujet que j'ai jamais abordé avec ma mère, mais comme je n'ai jamais abordé avec elle la question de la sexualité d'une jeune dame. Donc c'est pas un sujet. Ni de la ménopause? Non. Rien. Même pas des règles en réalité. Même pas des règles? Non, j'ai grandi dans un milieu où on ne parlait pas de tout ça. Le jour où j'ai eu mes règles, point barre, quoi. On m'a acheté des serviettes hygiéniques et on n'a pas mis rien dessus. Aujourd'hui, j'aurais une fille, je le ferais complètement différemment. Peut-être que je célébrerais davantage l'arrivée de ce féminin en elle et ce passage dans sa vie. Mais chez moi, c'était pas un sujet, en fait. Jamais, rien. Ni le changement du corps, ni la puberté, ni le mariage, ni la vie sexuelle, ni la ménopause. Je sais pas si c'est de la pudeur ou si c'est que ni ma mère, ni mon père, ni personne n'a jamais considéré que c'était important d'aborder ça avec nous et qu'on ferait bien notre propre chemin. Mais c'est un fait. Donc, non, je sais pas. On verra. T'as commencé à quel âge à te faire tatouer? J'ai commencé à me faire tatouer à 23-24 ans. En fait, quand je suis arrivée à Paris pour prendre mon premier job et que mon compagnon est assez vite venu s'installer avec moi. Et pour moi, on était vraiment là, j'étais là au tout début de ma vie d'adulte et j'ai ressenti ce besoin de l'inscrire dans ma peau. Et toute ma vie, il y a eu des moments où j'ai ressenti le besoin d'inscrire une période ou un saut identitaire dans ma peau. Donc il y a eu ce premier tatouage qui est sur mon épaule, qui est une forme de soleil ou de fleur, qui est le début de ma vie d'adulte, et cette forme de rayonnement un peu pétillant qui était la jeune femme que j'étais à l'époque. Après, pendant le tour du monde, on a passé un mois à l'île de Pâques et j'ai rencontré le tatoueur de l'île de Pâques. Et il était évident pour moi à ce moment-là qu'il fallait que j'inscrive ma vie de voyageuse, au sens large du terme, dans la peau. Donc j'ai la tortue sacrée de l'île de Pâques tatouée sur la cheville. Et c'est mon rappel à l'ordre de l'aventure et de vas-y, la vie t'attend. Après, à la naissance de mon fils, pendant la grossesse, j'ai dessiné une fleur de lotus. Et il était évident pour moi qu'à sa naissance, j'ancrerais mon identité de mère et cette fleur de lotus dans la peau, donc elle est autour de mon poignet. Et après, j'ai toujours l'intuition qu'il y aura de nouveaux tatouages, mais j'y vais jamais tant que c'est pas évident que ça correspond à quelque chose et que c'est le moment. Et peut-être 2 ans après le départ de mon mari, à cette époque-là, je portais les cheveux blancs depuis 3-4 ans et j'ai eu ce sursaut de vie en me disant bon, on arrête de pleurer, on arrête de geindre, ta vie t'attend. Donc et là, voilà, une autre Réjeanne a fleuri qui s'est dit bah allez hop, on se remet les cheveux en noir et on change de garde-robe et on y va, on repart comme en 40. Et là, à un moment,
2 tatouages étaient présents et c'était le moment et il fallait que j'y aille. Et je me suis fait tatouer. Il y a longtemps que je l'avais dessiné, mais c'était pas le moment. Et là, ça l'était. Une branche de cerisier japonais qui part de mon pubis et qui monte jusqu'au haut de mon dos. Et qui est pour moi la quintessence de cette douceur délicate qui éclot, donc de cette beauté discrète. Qui va du sexe jusqu'à la nuque, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et qui m'enveloppe aujourd'hui finalement. Je me suis fait envelopper de ce printemps qui éclot à nouveau, avec douceur et beauté. Et dans le même temps, je me suis fait inscrire sur l'avant-bras le terme inspire, qui est à la fois pour moi une réinvitation à prendre souffle et à être dans le souffle de la vie, dans l'inspiration. Pour quelqu'un qui crée aussi, c'est pas rien d'être rappelé à l'ordre, à l'inspiration. Et aussi à cette phase qui va avec les 50 ans d'aujourd'hui, il s'agit surtout de transmettre, donc inspire les autres. Ça fait partie de ce que la vie te demande. Donc il y a eu effectivement avec cet événement de vie et ce passage d'âge, le besoin de l'inscrire à nouveau dans une corporalité. Donc tu es là pour inspirer les autres et donc tu dis que tu as reteint tes cheveux, mais tu l'avais jamais fait avant. Tu les avais laissés tranquillement grisonner? Non. En fait, c'est comme ça allait avec les règles erratiques. J'ai eu les cheveux blancs à 25-30 ans. Donc là, je les ai teints pendant des années. Et puis est arrivée une période où je nous trouvais stable dans ma vie familiale. Mon fils allait bien, mon couple allait bien. J'étais à l'aise avec la femme que j'étais devenue, donc avec ce resserrement familial. Et je me suis dit, oh ben tiens, je trouve très beau les femmes aux cheveux blancs. Je trouve que ça a une classe folle. Et je vais garder les cheveux blancs moi aussi. Donc je les ai gardés 2-3 ans et quand mon mari s'est barré, je me suis dit, ben voilà, forcément, j'ai une tête de vieille dame. Alors, forcément, je fais pas le poids face à la jeune femme de 28. Et ça m'a beaucoup perturbée, mais je tenais à mes cheveux blancs en me disant, tu vas pas de nouveau travestir la réalité, etc. Mais non, à un moment, c'était clair que j'avais envie de ça et de retrouver une tête un peu différente. Je l'ai pas teint pour masquer quelque chose, je l'ai teint pour jouer avec ma corporalité. Et peut-être que mon amoureux actuel souhaite que je les reteigne en blanc, parce qu'il trouve ça très beau, que je les relaisse blancs. Mais moi, là-dessus, je dis non, pas tout d'accord. Pas encore. Non. J'ai envie de continuer à jouer avec ça. Et on verra. Peut-être que la prochaine fois, ils seront bleus. Mais oui, jouons. Donc la vie est un jeu encore, hein, et toujours. Oui, plus différemment. Plus en douceur, plus fin peut-être. Oui, je pense que ce tout chemin de vie, moi, il y a quand même quelque chose de l'ordre de la finesse qui... Avant, j'étais vraiment un diamant brut, une pierre mal taillée qui brillait parce que dessous ça brillait quoi. Mais et avec l'âge et avec la vie, j'apprends à tailler le diamant et à être dans une forme de finesse davantage. Peut-être quelque chose de plus discret, mais de plus limpide. Comment tu abordes, dans ce cas-là, puisque tu parles beaucoup de la vie avant la vie, que tu as de dire que la vie ne commence pas à la naissance, elle commence avant, et qu'elle ne s'arrête pas à la mort, elle continue après. C'est dans le même mouvement. Comment tu envisages la fin de la vie pour toi-même? La mort n'a jamais été pour moi une question angoissante. Je me souviens très bien, quand on était pendant notre tour du monde, j'avais donc 29 ans, au bout de 3 mois de voyage, j'ai dit à mon compagnon, écoute, si ma vie doit s'arrêter là, je suis contente de ce que j'ai bâti jusque-là. Et ça peut s'arrêter. Et je pense que je le pensais sincèrement. L'arrivée de mon fils a un peu rebâti les cartes, parce que tout d'un coup, il fallait que je sois là pour quelqu'un. Et que c'était important d'être totalement dans la vie pour accompagner cette vie le plus longtemps possible, aussi longtemps qu'il aurait besoin de moi.
Mais c'est un sujet sur lequel on a toujours plaisanté avec mes parents. Là, pour le coup, ils étaient organisés, ils étaient inscrits enfin, ma mère l'est toujours puisqu'elle n'est pas morte, mon père est mort, à l'association du droit de mourir dans la dignité, contre l'acharnement thérapeutique. Ils avaient préparé leurs obsèques, etc. Donc, il y a une capacité à regarder le sujet en face dans ma famille qui est réelle et que j'ai totalement intégrée. Donc aujourd'hui, je me dis que j'ai encore 2-3 trucs que j'aimerais faire pour transmettre, une forme de sensibilité que j'ai envie de continuer à partager. J'ai pas envie de souffrir pour mourir, mais je fais pas un drame d'une disparition de Réjeanne de la surface de la planète. Je sais pas s'il y a une vie après la vie. Je crois que le mouvement de la vie est là inexorablement. Et donc l'histoire Réjeanne s'arrêtera, mais la vie continuera sous 1000 autres formes d'histoire. J'aimerais, dans ce mouvement de douceur qui commence à m'habiter, de soins et je crois qu'il y a l'envie d'aller vers la mort avec délicatesse et sérénité, encore plus, pour pouvoir l'accueillir tranquillement et si possible dans une forme de jolie lumière. Mais voilà, je me voile pas la face que ça peut s'arrêter du jour au lendemain, et je ne surinvestis pas le fait non plus qu'il y ait un après ou une réincarnation, etc. Je n'en sais rien, mais l'histoire Réjeanne, c'est un tout petit bout de l'histoire de l'humanité absolument ridicule, et on va pas en faire un drame non plus, quoi. Mais je t'en remercie beaucoup. Je sais pas quoi ajouter, j'adore ton témoignage. J'ai pas envie de te poser d'autres questions, j'ai tout aimé. Merci beaucoup de ton écoute. Merci Réjeanne. Merci à toi. Si vous pouvez m'accorder quelques secondes de plus, s'il vous plaît. Je voudrais vous remercier d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Vous êtes mes tout premiers auditeurs, alors si vous avez aimé ce témoignage, s'il vous plaît, aidez-moi à le faire connaître. Que vous soyez sur Spotify, sur Deezer ou sur Apple Podcast, il y a une icône de partage. Est-ce que vous pouvez cliquer et l'envoyer via WhatsApp ? Choisissez une amie proche, votre mère ou bien votre amoureux ou même votre DRH. Un immense merci d'avance et à bientôt.